Bonjour Laurence. Nous sommes ici dans un nouvel endroit. Tu vas me présenter. Mais d'abord, présente-toi. Peut-être. Qui es-tu? Qui suis-je? Oui. Eh bien, donc, je m'appelle Josiane Wolf. Je suis, pour ce qui nous concerne ici, présidente de l'ASBL Play Again. J'en parlerai tout à l'heure. Je suis auteure, conférencière, chroniqueuse. Je suis aussi coach. J'ai choisi un créneau un peu particulier. Je m'occupe essentiellement d'adultes suréfficients. J'adore les profils atypiques. Et je suis en fait amoureuse de la langue française, amoureuse des livres, amoureuse des arts et par conséquent de tous les artistes et artisans talentueux. Et tu écris Et j'écris. depuis. Mais depuis que, peut-être même avant de pouvoir marcher, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que j'ai toujours eu un outil d'écriture au bout des doigts. Ma méthode la plus adéquate pour essayer d'exprimer ma manière de voir le monde. Et comment tu vis ton activité d'écriture et d'auteur? Mais depuis 3-4 ans, de façon très agréable, parce que j'ai vraiment tardé à oser faire ma première édition. C'était très très difficile, j'avais le sentiment d'être exposée. Et je me suis lancée. Je me suis lancée d'abord dans un recueil de nouvelles, et puis je me suis dit, on verra bien. Et puis j'ai sorti une pièce de théâtre, puis un premier roman, de la poésie. Et j'ai vraiment été très bien reçue, j'ai eu de très bons retours. Mais j'ai surtout commencé à me sentir à l'aise dans les salons du livre. C'est là que j'ai vu que je n'étais pas toute seule. Oui, et c'est là qu'on s'est rencontrés, sur Oui, un salon du livre. Et en même temps, donc, tu es sur ces salons en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, mais également en tant que donc, présidente, fondatrice de l'ASBL Play Again. on a créé cette ASBL pour aider les associations à avoir des activités un peu PEPS, pour essayer d'avoir du public qui soit intéressé de venir et de revenir. Et donc de les mettre en lien avec des artistes et de veiller à ce que les artistes aient un salaire, évidemment, pour leurs prestations. Et donc, on aide des associations à organiser des événements, des conférences débats, des rencontres. D'ailleurs, très prochainement, on va le faire ensemble, encore un café des auteurs, où plusieurs auteurs viennent expliquer leur cheminement, leur trajet. Quel est ton moteur dans cette générosité Au départ, en fait, donc j'étais présidente d'un centre d'action laïque, celui du Brabant Wallon, c'est une régionale. Et j'ai constaté que le milieu associatif avait vraiment des difficultés à ouvrir ses portes, à conserver des adhérents, et que les sujets étaient souvent un tout petit peu, bien qu'on y défende des valeurs fortes, comme la solidarité, l'égalité homme-femme, etc. Les sujets évoqués pour faire venir du monde étaient souvent un peu abstraits, un peu théoriques. Je me suis dit, quand on a déjà expliqué ce qu'est l'IVG, les droits du patient, le droit de mourir dans la dignité, si on revient sans cesse avec uniquement cela, on perd des adhérents, voilà. Et donc on a commencé à proposer des conférences débats sur des sujets par exemple comme les superstitions. On a abordé les croyances, les mythes fondateurs. On a organisé des petits concerts, une pièce de théâtre. Et les associations ont vu qu'en faisant ce choix de s'associer à des artistes, ils avaient une aura beaucoup plus importante auprès de leur public. Et je trouve aussi que les artistes, surtout depuis le confinement, les artistes et les associations aussi ont un mal de chien de pouvoir vivre tout simplement, quoi. Oui. Moi, je connais personnellement des artistes qui rament et qui sont retournés en pérole dans n'importe quelle industrie pour gagner à nouveau leur vie décemment. Au milieu de tout ça, la place du texte, la place de l'écriture est importante. Oui, donc je suis chroniqueuse dans le magazine L'Appel, qui est un magazine avec une audience catholique, où j'ai été appelée, moi, en tant que laïque. Ils ont cette bonne idée de faire s'exprimer des personnes qui ont des approches différentes de la spiritualité. Et j'ai fait vraiment là la connaissance d'une équipe pour qui le mot, la phrase écrite et l'idée diffusée est essentielle pour que les gens conservent leur liberté de penser. Et je pense que l'écriture est un outil formidable parce que dès le moment où le livre est écrit, par exemple, ou l'article ou la chronique, ça ne t'appartient plus. Ça circule, les gens en font ce qu'ils veulent. S'ils lisent, ils n'aiment pas, ils jettent. Ils jettent. S'ils adorent, ils adorent. À la limite, je veux dire quelque chose de peut-être un peu bizarre, je m'en fous. Ça m'est égal. Le geste fort, c'est d'oser passer de mon écrit
à le mettre à la disposition de lecteurs. Et une fois que ce geste est fait, bien Ah, entendu, j'adore rencontrer par après mes lecteurs et être sur des foires et des salons. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir pu sortir ce qui me tourne dans la tête, quoi. Voilà. oui. Et puis c'est déjà un grand pas, effectivement, de se dire, ben, je le publie et je le mets au monde et je le laisse lire Ouais. par quelqu'un. Mais je l'ai fait très tardivement dans ma vie. J'ai eu une vie quand même professionnelle assez chargée. En fait, j'ai pris ma retraite à 60 ans pour pouvoir entrer dans la vraie vie. Et donc, dans toutes tes rencontres sur les salons avec d'autres auteurs, tu as pris conscience qu'il y avait une difficulté de se faire connaître. Surtout avec la pléthore de titres qui sont arrivés, je reparle du confinement, mais ça a été une période où tout le monde qui s'est posé, qui a fait du télétravail, qui s'est retrouvé un peu entre ces quatre murs, qui s'est reposé des questions sur lui-même, sur qui suis-je ou vais-je. Beaucoup ont pris la plume, et il y a des petites pépites qui sont sorties après ça, mais aussi pléthore de textes, et donc les maisons d'édition se sont retrouvées noyées. On me disait encore récemment, chez un grand éditeur, ils reçoivent jusqu'à 500 textes par jour. C'est inhumain, c'est surréaliste. Comment voulez-vous qu'ils puissent même encore détecter des choses intéressantes? Et bien entendu, beaucoup de personnes se sont dirigées vers l'auto-édition, avec beaucoup de bonheur pour certains, un peu moins pour d'autres qui n'avaient peut-être pas pris toutes les précautions, se faire relire ou avoir une couverture attractive, peu importe. Et donc j'ai rencontré tout ce public-là dans les foires et les salons depuis 4 ans. Donc en général, quand je vais dans un salon, je vais avec une vingtaine de mes livres et je reviens avec une cinquantaine de livres des autres. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à empiler dans mes étagères à la maison des livres d'autres auteurs auto-édités. Et j'adore, je les adore, parce qu'en plus je les ai rencontrés en vrai, d'où ce projet du Coin des Talents qui a été d'abord mettre en évidence sur des tables et des étagères des gens que je connais. Je connais chacun et chacune des personnes qui sont ici. Et voilà, le projet est né comme ça en fait. Et donc, sur les salons, tu as rencontré beaucoup d'auteurs qui étaient en difficulté de se faire connaître. Tout à fait. Et qui en étaient parfois à leur deuxième ou troisième ouvrage et qui devaient parfois aller mendier chez les libraires locaux pour qu'on accepte de les mettre sur les étagères. Et souvent, on se fait mal recevoir. Certains libraires sont terriblement gentils, agréables, accueillants et ont envie de d'abord lire, juger de la qualité et puis ils décident d'en faire la promotion. Mais pour la plupart, un auto-édité, quelqu'un qui n'est pas passé par le filtre d'un éditeur. Donc, il déborde déjà de titres à mettre en évidence, surtout quand on va des rentrées littéraires où on dépasse les 500 titres. Je ne voudrais pas être libraire. Et donc, j'ai pensé faire ce petit coin des talents, d'abord pour mes amis et amis auteurs, pour me limiter aux personnes auto-éditées ou des amis très chers qui sont hybrides, qui ont fait les deux. Donc, comment est venue cette idée du coin des talents? Pourquoi cet endroit? Or Jean-Blou parce que je suis Jean-Bloutoise. Mais j'avais besoin et envie d'avoir, je ne vais pas dire pignon sur rue, mais d'un lieu de passage accessible, qui ne soit pas des bureaux. Et j'ai eu l'opportunité de voir un rez-de-chaussée qui se libérait ici dans la grande rue à Jean-Blou. Ça peut être temporaire, on ne sait pas où on va, c'est un essai. En tout cas, on y est certainement jusqu'à la fin de cette année. Donc c'est un premier essai, si ça se passe bien, on restera ici évidemment parce que j'aime beaucoup Jean-Blou. On n'est pas non plus un centre culturel puisqu'il existe. Il y a plusieurs librairies aussi. Il y a de la place, hein, tu as un peu circulé. On s'est dit qu'on pouvait aussi mettre en évidence d'autres types d'artistes, puisqu'on a des cimaises, on pourra y mettre des peintres. Et on pourra faire du seul en scène et des sculpteurs aussi. J'ai beaucoup d'amis qui sont sculpteurs et peintres. Donc ce n'est pas un magasin, ce n'est pas une librairie, mais à tour de rôle, les artistes viendront occuper les lieux avec leur propre stock. Donc, si un auteur fait une séance de dédicace, il vient avec son stock de livres et lui, il peut les vendre. C'est lui qui vend. Il nous dédommage, nous payer l'électricité, les frais du lieu. Ici, c'est simplement pour faire la promotion de tous les artistes. Donc, les œuvres ne sont pas emportées, sauf quelques-unes où on pourrait dire, par exemple, un bouquin vient de sortir, on le met en évidence, on en met une dizaine ou une vingtaine. Et il y aura donc des activités organisées, prévues, un Oui, agenda, un calendrier de dédicaces ou autres et rencontres. de petites conférences, débats aussi. J'ai beaucoup de personnes qui ont des choses intéressantes à dire. Je pense que n'importe qui a envie d'exprimer un talent, peu importe lequel, sera le bienvenu.
du moment qu'ils partagent nos valeurs, évidemment. Notre slogan, c'est la bienveillance, c'est un boomerang, c'est l'éloge de la différence. Et ça ouvre quand? Ah, mais alors là, tu as vu qu'on est encore un peu en train de s'installer. Ça va ouvrir le 18 octobre à partir de 15h. Et on a prévu disons, tout l'après-midi et une soirée quand même pour fêter ça. Pour cette première soirée, on aura un ami qui s'appelle Alain Ougardi, qui sera celui qui fera le premier seul en scène. Il va nous partager quelques brèves de son métier. Il était reporter caméraman. Et il a des instantanés de vie dans des circonstances qui étaient assez difficiles mais exceptionnelles. Pendant le confinement et les inondations, il a été au plus près des personnes du monde hospitalier, les malades, les personnes qui avaient perdu tout leur bien dans les inondations. Je l'ai entendu présenter ça déjà dans un autre endroit. Et c'est vraiment très émouvant. Je dirais qu'ici, ce sera une espèce de petit salon du livre perpétuel. En même temps, un endroit où on peut discuter. Les associations locales pourront bénéficier de l'infrastructure aussi. Et moi, j'ai toujours vécu par essai-erreur. Et donc, on verra bien. Voilà tout ce que je peux en dire aujourd'hui. Et on peut venir boire un verre aussi? Évidemment. Il y aura du café, du thé, sans doute du vin, quelques bonnes bières. Mais ce n'est pas un restaurant non plus. Ce n'est pas Horeca, ce n'est pas un café. C'est une SBL. SBL avec buvette, on peut le dire comme ça. Mais bravo pour cette belle initiative, ce pari, cet élan du cœur. Tu m'en avais parlé effectivement de ce magasin temporaire, cette librairie temporaire. Tu y es pour beaucoup parce que l'idée m'est venue quand tu as démarré ton idée de fonder une espèce d'association d'auteurs de langue française. Redis-moi comment tu l'as appelé récemment? Le Cercle littéraire belge. Voilà, j'adore le Cercle littéraire belge. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, c'est bien, mais dans la vraie vie, est-ce qu'on ne peut pas avoir des points de rencontre vraiment de proximité? Bravo. Je lui souhaite longue vie. Merci Laurence. Que l'essai puisse être transformé. Merci Josiane. Merci Laurence.